Pour parler un peu spiritualité avec M. Dieudonné Bifumano, bonsoir. Et bonsoir. Toute l'année 2022, nous avons surtout parlé des finances, mais aussi de la maîtrise de risque. Mais là, on essaie un peu de revenir sur un autre sujet qui a fait l'actualité tout au long de l'année, notamment le satellite James Webb lancé par la NASA. C'est vous qui maîtrisez bien ce domaine-là. Mais sinon, l'intérêt pour les humains d'inspecter, de prospecter et aussi bien de connaître les éléments qui constituent l'univers semble beaucoup plus monter au milieu des humains, mais surtout les gouvernements financent beaucoup aussi de tels projets. Et le Congo, nous sommes encore un peu plus loin, mais dites-nous d'abord, quel pourrait être le grand intérêt pour l'humanité, pour les hommes, de connaître son univers, de connaître son environnement, de connaître ce qui est beaucoup plus élevé au-dessus de sa tête? Oui, le Congo, notre pays, est nulle part par rapport à ce domaine de l'astrophysique ou de la connaissance de l'univers. Nous sommes nulle part parce qu'il n'y a même pas un télescope dans notre pays. Aucune université n'a un télescope. Aucune université, je ne pense pas qu'il y ait une université qui ait ne fût que l'option astrophysique. Or, l'astrophysique, c'est un domaine de la physique. Mais nous avons des facultés de physique, mais rien du tout en ce qui concerne l'astrophysique, et par conséquent, rien dans la connaissance de l'univers. Ça veut dire quoi? Que nous, jusque-là, nous nous limitons à connaître notre planète Terre, et même pas notre planète Terre en profondeur, mais d'une façon superficielle, où est-ce qu'on va trouver à manger, où est-ce qu'on peut aller s'amuser, faire le commerce. Oui, mais c'est aussi presque normal, parce que l'homme ne peut réfléchir que au-delà de ce... Je ne peux pas aller au-delà d'abord des besoins qui lui sont primaires, comme manger. Justement, le besoin de la connaissance est aussi un grand besoin. Parce que ça vous permet de modeler votre savoir-vivre, savoir-être. Donc c'est ça l'avantage de connaître plus que ce que nous voyons sur Terre. Mais quand on ne connaît rien, ou qu'on connaît très peu, nous risquons de croire que bon, la vie c'est quelque chose de routinière. Il suffit de manger le matin, vous dormez, ainsi de suite. C'est ça la vie. Entre-temps, on ne sait pas comment gérer les autres hommes. Qui nous avons en face de nous? Est-ce que c'est un homme, une créature de Dieu, ou c'est un homme? Un homme comme on prendrait une pierre ou je ne sais pas quoi. Donc, toutes ces connaissances de l'univers vous permettent, non qu'une seule finalité, c'est la connaissance du monde et la façon, la manière dont vous devez vous comporter dans cette existence-là. Parce que sinon, l'existence n'a plus de sens. Si l'existence a un sens, alors on doit connaître, on doit fournir un effort pour connaître ce sens-là. Mais au-delà de ça, pour atteindre ces niveaux de connaissances, ça demande des investissements, beaucoup de moyens. Donc, c'est que notre pays, notre gouvernement n'a pas. Dites-nous, est-il possible d'apprendre de telles connaissances en ayant des moyens modestes comme nous, et aussi en ayant surtout beaucoup d'autres besoins élémentaires qui ne sont pas encore satisfaits, et investir dans ce domaine ici? C'est un problème de connaissance, de vouloir connaître. Quand les gens ne veulent pas connaître, mais il est difficile de savoir ce qu'on ne connaît pas. Non, mais on ne va pas investir dans des connaissances qui vont nous coûter en plus cher. Pour le moment, ce n'est pas d'abord l'argent. Tout le monde va sur Internet. Parce que si cela a été dit vers les années 1970 ou 1980, on comprendrait. Parce que l'Internet n'existait pas à ce degré. Mais maintenant, l'Internet vous aide à comprendre ou à connaître ce que vous n'avez pas encore vu dans votre pays. Mais il suffit d'entrer sur Internet, vous allez voir ça. Donc, ne fût-ce que cet intérêt, cette curiosité de connaître ce qui est mis sur l'étoile, ce que l'homme connaît déjà, l'homme, pas seulement le Congolais, mais l'humanité entière, ce que l'humanité connaît déjà, et ceux qui ont découvert ça ne sont pas des égoïstes, mais ils mettent ça dans les réseaux. Mais qu'est-ce qui nous intéresse dans les réseaux? Ce sont des choses politiques, absolument politiques, des choses de futilité, même si c'est pour amuser le cerveau, mais pas pour approfondir le cerveau, malheureusement. Mais ici, nous sommes dans le domaine des recherches aussi plus élevées, mais nous avons aussi un autre avantage, c'est que
notre gouvernement a un département, tout un département de recherche scientifique, on peut dire que déjà, on est au moins dans le bon parce que le gouvernement a au moins une branche, un département, mais malheureusement, peut-être c'est au niveau de l'exploration de ce domaine qui nous semble encore un peu plus difficile. Toutes ces insuffisances, dont je ne voudrais pas surcharger tel ou tel autre service ou telle personne, ça ne sert à rien. Le constat est que nous sommes nulle part dans ce domaine-là. C'est ça le constat. Et que nous n'exprimons pas encore un besoin réel pour connaître ça. Peut-être timidement, oui, mais pas d'une façon substantielle. Alors, raison pour laquelle, en parlant de ça, de l'univers, peut-être que ça pourrait intéresser quelques personnes qui pourraient aussi se dire, bon, moi je vais regarder sur Internet pour savoir davantage, et en cherchant à connaître davantage, peut-être ça peut inciter aussi les uns les autres à devenir accros à ce domaine qui, comme je l'ai dit, ça nous aide à mieux nous connaître, à mieux connaître le monde et à mieux nous comporter. C'est ça la finalité de cette quête-là. Nous connaître, c'est que nous vivons sur une petite boule très limitée qui va disparaître, pas maintenant, mais qui va disparaître quand même. Ce que nous appelons les jours, c'est le soleil qui nous donne cette possibilité de parler des jours et des nuits, mais ce soleil va disparaître tôt ou tard. Donc, c'est toutes ces connaissances que mais pourquoi ça va disparaître? Et pourquoi nous sommes nés? Pourquoi nous sommes créés? Est-ce que quand notre système solaire va disparaître, avec l'univers tout entier, ou bien il y aura d'autres éléments qui vont survivre, qui vont continuer l'existence de l'univers? La réalité est que quand notre système solaire va disparaître, ça ne sera pas l'univers qui va disparaître. L'univers va continuer. Nous allons disparaître, mais l'univers va continuer avec les autres choses qui existent déjà. Et quelle est, selon vous, votre compréhension de la notion de la fin du monde? Parce que déjà, une fois, vous en avez parlé. Oui, la fin du monde, pour moi, et comme pour les hommes de science, c'est la fin, tout simplement, de la vie de l'homme sur cette planète Terre. C'est ça la fin du monde, tel que nous comprenons ça sur le plan religieux ou sur le plan de la science, disons, pas la science totale, mais la science primaire. Ce n'est pas la fin de tout le système sismique ou sinon tout l'univers ne va pas s'arrêter ce jour-là. C'est tout simplement la Terre qui va s'arrêter, c'est ça? Non, c'est-à-dire sur le plan scientifique, la science va jusqu'au-delà. C'est dit, comme il y a eu pour la science, l'origine de l'univers, c'est le Big Bang. Il y a un jour, quelque chose a éclaté et ça a donné l'existence à l'univers que nous connaissons. Et, à contrario, il parle de Big Crunch, c'est-à-dire quand l'univers va gonfler comme ça gonfle maintenant, parce que les galaxies s'éloignent les unes des autres, ça gonfle. Et il y a des théories qui estiment que ça va encore se rétrécir jusqu'au niveau de ce point-là qui avait donné l'origine aux détonations. La détonation, c'est quand ça va revenir à ce même point, ça sera la disparition de l'univers. Mais ça, c'est une théorie. Une théorie qui ne va pas faire disparaître, même, parce que même si l'univers existait, ça c'est moi qui l'ai dit, même si l'univers n'existait plus, mais il y aura une existence qu'on appelle le néant. Le néant va exister. Le néant est le néant. Donc le néant, même quand on dit non, mais ne dites pas qu'il y a une vie dans le néant. Pardon? Il y a une vie dans le néant, c'est ça? Non, c'est une existence. La vie, c'est exister. Une pierre existe, mais il n'y a pas une vie dans la pierre. Mais ça existe. Donc, ce n'est pas le fait que le néant n'a pas de vie, que le néant n'existe pas. Le néant existe, c'est-à-dire le néant, c'est mais quel est le lien que vous faites entre la vie et l'existence? Non, c'est-à-dire l'existence c'est plus global. L'existence c'est ce qui existe. Est-ce que la pierre existe? Oui, ça existe. Mais est-ce que la vie, c'est ce qui fait animer un corps peut-il être physique comme nous sommes constitués de corps physiques, mais il y a un élément qui nous fait animer ce corps-là. Cet élément, c'est ça la vie. Alors maintenant, même dans les bactéries,
La bactérie peut être, c'est une chose. Mais comme il y a un élément qui fait vivre qui fait bouger cette bactérie, qui fait vivre cette bactérie, cet élément-là, c'est ça la vie. Alors cette énergie, quelle est énergie qui fait vivre, qui rend un corps physique un corps mobile. Est-ce que ce n'est pas le fait qu'il y ait la vie sur Terre qui fait sa particularité par rapport à d'autres planètes? Non, mais justement, c'est-à-dire, pour comprendre toutes ces choses-là, nous ne devons pas nous séparer des autres planètes. Toutes les planètes existent de la même manière. De la même manière, parce que ce sont des créatures de Dieu. Mais maintenant, sur chaque planète, ce qui existe sur notre planète Terre n'existe pas nécessairement sur la planète Mars, par exemple. La planète Mars, il y a des pierres, il y a des poussières, mais il n'y a pas des êtres vivants comme nous. Pas aussi de l'eau. Jusque-là, on a découvert de l'eau sous forme de glace. Okay. Donc, l'eau, c'est autre chose. Mais jusque-là, on n'a pas encore découvert un être vivant, c'est-à-dire une matière qui bouge selon sa volonté. Ça, c'est l'être vivant qu'on n'a pas encore découvert. Mais l'existence existe. Il y a l'existence sur la planète Mars parce qu'il y a des pierres. Quand nous allons sur Jupiter, Jupiter, c'est un corps gazeux. Donc, il n'y a pas de pierres comme nous les trouvons sur Mars ou bien sur la Terre, mais c'est les gaz qu'on retrouve là-bas. Donc, c'est pour dire qu'il y a une existence de quoi? Du gaz. Comme sur Terre, il y a une existence des pierres, des eaux sous forme liquide. Et apparemment, c'est la Terre qui semble un peu être plus complexe que les autres planètes. En fait, peut-être nous le disons parce que nous connaissons bien la Terre. Ça, c'est notre compréhension des choses. Notre constat. Mais notre constat, de même aussi, des contemporains comme nous ont fait le déplacement de cette planète et ils ont constaté que effectivement, il y a la différence. Chaque planète est différente les unes des autres. Que nous commençons seulement dans notre petit système solaire, en commençant par Mercure. Mais c'est différent de Mars, c'est différent de Vénus, c'est différent de la planète Terre, ainsi de suite. Donc, chaque planète est différente, a ses particularités. D'abord, sa distance vis-à-vis du Soleil. Toutes les planètes n'ont pas la même distance. La composition même de la planète, je vous ai dit que Jupiter, Saturne sont des planètes gazeuses, alors que Mercure, Vénus, Terre et Mars sont des planètes telluriques, comme on les appelle, c'est-à-dire constituées de terre. Mais les autres, là, les 8 autres planètes sont des planètes gazeuses. Donc c'est déjà une grande différence. Et quand vous allez sur ces planètes-là, au moins les quelques sondes qui ont déjà visité ces planètes-là, vous sentez qu'il y a des choses qui se passent sur Terre, mais qui ne se passent pas ailleurs, ou vice-versa. Par exemple, la vitesse du vent. Mais ici, sur la planète Terre, on n'a jamais atteint 500 km de la vitesse du vent. 500 km par heure. Tous ces... les cyclones, tout ce qu'on vit, ça, voilà. Vous entendez 200 quelques kilomètres par heure, mais ce sont des vents très violents. Et vous voyez ce que ça provoque comme dégâts sur la planète Terre. Mais sur Jupiter, il y a des vents de plus de 700 km par heure. Et sur Neptune, il y a des vents de plus de 2100 km par heure. Mais ce type de vents-là, si on les a menés sur Terre, mais qu'est-ce qui va encore exister? Donc c'est pour dire que chaque planète a ses particularités. Alors maintenant, tout ça, ça fait la beauté justement de l'existence. Sinon, s'il y avait identité, si dans notre système solaire, nous avions 2 planètes qui ont les mêmes caractéristiques, que là-bas il y ait des êtres vivants, nous aussi nous avons des êtres vivants sur la planète Terre. On aurait immigré. Peut-être pas immigré, mais peut-être on se serait entretué. On ne sait jamais. Mais sinon, jusque-là, l'homme... On s'entretue entre nous les hommes, nous nous connaissons, mais nous s'entretuons. Jusque-là, les autres. Jusque-là, les scientifiques n'ont réussi qu'à visiter les planètes, en fait, quelques planètes, ou sinon à sonder quelques planètes dans notre système solaire et dans d'autres systèmes solaires, ce qu'on a déjà essayé aussi. Oui, c'est-à-dire jusque-là, les scientifiques ont découvert ce qu'on appelle les exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qui appartiennent à d'autres systèmes solaires.
Là, on a déjà découvert en termes de milliers même. Mais on n'a pas visité. Non, pas visiter, voir avec les télescopes. Ils ont déjà vu, confirmé même que ça existe. Il y a même certaines planètes pour lesquelles ils ont même déterminé la composition ou la constitution de ces planètes. C'est-à-dire, il y a des planètes où on estime qu'il pourrait y avoir de l'eau liquide comme sur la planète Terre, peut-être en quantité plus importante. Parce qu'ils voient la distance entre l'étoile, leur soleil, et la planète. Quand on analyse, on se dit, bon, il peut y avoir de l'eau liquide. Or, c'est quand il y a de l'eau liquide qu'on peut envisager l'existence d'une vie là-bas. Donc, c'est l'existence des autres planètes, des exoplanètes, ça c'est indéniable. Les télescopes ont déjà tout vu. Maintenant, l'homme a déjà a déjà envoyé des sondes qui sont passées par Jupiter, qui sont passées par Saturne et Neptune. Surtout Saturne, il y a même des photos. Les gens peuvent entrer sur Internet. Mais vous savez, cette il y a des curiosité... photos où on a photographié la planète Terre à partir de Saturne. La sonde Cassini, quand elle est arrivée, quand elle orbitait autour de Saturne, on a eu la possibilité d'avoir la photo de notre planète Terre. Maintenant, vous voyez cette photo-là, prise à plus d'1 milliard de kilomètres de notre planète. Mais ça peut aussi vous faire penser à beaucoup de choses, vous faire poser beaucoup de questions. Parce que quand vous êtes sur la planète Saturne, maintenant on vous montre, voilà ces points-là, c'est la planète Terre. Derrière ces photos, juste à côté, il y a la Lune aussi qui orbite autour de la Terre. Donc vous voyez et la planète Terre et la Lune. Maintenant, on peut se poser beaucoup de questions sur le plan spirituel. Parce que, est-ce que de Saturne à la planète Terre, il y a plus d'1 milliard de kilomètres, Dieu est absent? Mais Dieu n'est pas absent. Est-ce qu'il y a un vide? Apparemment, on peut dire qu'il y a un vide, mais en réalité, il n'y a pas de vide. Parce qu'il y a cette interconnexion entre les planètes, entre les systèmes solaires, donc on ne peut pas avoir un vide. S'il y avait un vide, c'est-à-dire le vide, on ne peut avoir un néant en quelque sorte. Le vide, ce que nous appelons vide, c'est comme il y a une distance entre toi et moi. Dans l'absence d'obstacle, donc. Voilà, absence d'obstacle, oui. Mais il n'y a pas de vide parce que ce que nous appelons vide, c'est constitué de l'air, constitué de beaucoup de choses. Et entre les planètes, surtout entre les galaxies, il n'y a pas de vide. Oui, mais une vraie question que l'on aimerait bien comprendre, est-ce que l'homme est-il fatigué de la Terre? Parce qu'aujourd'hui, nous apprenons, c'est comme Elon Musk avec son entreprise, il propose même déjà des voyages au-delà de la Terre, c'est-à-dire du tourisme au-delà de la Terre. Est-ce qu'on peut dire que l'homme est aujourd'hui fatigué de la Terre? Parce que justement, même, il est à la base de sa destruction. Justement. Mais quand nous étions vers les années 1100 ou 1200, qui pouvait s'imaginer qu'on partirait au-delà de la Terre? Personne. Parce que les besoins des gens de l'époque ne leur permettaient pas de réfléchir. Ils voyaient les étoiles, ils avaient déjà certaines idées, certaines compréhensions des étoiles, mais ils n'avaient pas cette approche. Mais maintenant, si quelqu'un peut penser à ça, c'est qu'il estime que tout ce que nous avons fait peut nous amener à réfléchir autour de ça. Sur Terre, on a essayé de réfléchir sur ce qui doit être fait, sur ce que nous faisons, de bons comme de mauvais. Maintenant, les gens sont fatigués. Et ça confirme même l'imperfection de notre univers. Nous sommes imparfaits. De ce que nous vivons sur Terre, les gens se battent, les gens peuvent dire, moi, je n'ai pas besoin de vivre ces bagarres tous les jours. Je préfère aller vivre sur la planète, même sur la Lune. Parce que l'homme voudrait aussi coloniser la Lune, commencer à habiter sur la Lune. Les projets existent. Bon, maintenant, tout ça, est-ce que nous irons, avec quelle moralité nous irons là-bas? Avec cette moralité humaine, est-ce que nous irons encore parler de Dieu là-bas? Ou nous irons parler de Jésus, que Jésus a sauvé quoi? L'univers ou la planète Terre? Ou tout ça, est-ce que nous irons avec toutes ces idées? Point d'interrogation.
Et maintenant, quel type de vie nous vivrons là-bas? Parce que si vous êtes sur la planète Terre, et plutôt sur la Lune, quand vous voyez la Terre à quelques Est-ce que vous êtes kilomètres. sûr que l'homme, s'il quittait la planète Terre, il pourrait vivre de la même façon, dans les mêmes conditions, le même réalisme que au-delà de la Terre? Mais rien ne va changer en lui. Il vivra, il va s'adapter. L'homme va s'adapter tout simplement, mais sa façon de raisonner, sa façon de gérer ses relations intra-humaines, moi je ne sais pas, à moins qu'il ne parte avec un degré de spiritualité tellement élevé qu'ils commettront moins d'erreurs. Je dis bien, ils commettront peut-être moins d'erreurs, mais les erreurs seront toujours commises. Parce qu'entre tous ces hommes-là, il y aura certainement peut-être une bagarre, une petite incompréhension, ou ceci, on ne sait jamais. Et sans oublier que la chair a comme sa dernière demeure, la terre. Donc, même si on partirait où, on finirait peut-être pas à revenir. Non, au contraire. Avec le cadavre. Ça prouve que l'homme n'est pas obligé d'être enterré sur terre. Ok. Ceux qui vont partir sur la planète Mars, quand ils vont mourir, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? On va les enterrer là-bas. Et ceux qui vont mourir en cours de route, c'est-à-dire l'engin explose en cours de route, où est-ce qu'on va les enterrer? Mais ils vont disparaître dans l'univers. Peut-être ils reviendront on ne sait jamais, peut-être leur poussière ou leur eau, leur chair pourrait aller s'agripper sur des astéroïdes, peut-être un morceau de pierre dans l'espace, et que quand ce morceau de pierre viendra s'abattre sur la planète Terre, peut-être ça pourra revenir d'une façon ou d'une autre. Mais quand vous dépassez notre Terre, vous n'êtes plus de la Terre. Non, mais il y a une vérité, c'est que même ceux qui vont au-delà de la Terre, en Mars notamment, ils ne vont pas librement comme nous marchons librement sur Terre. C'est-à-dire ils sont conditionnés dans des appareils, et ils ne respirent pas librement comme nous. C'est-à-dire tout ça, c'est des moyens qu'il faut doter à l'homme qui va vivre au-delà de la Terre. Est-ce que tous les humains ont-ils des moyens? On pourrait-il doter à tous les humains des moyens de telle envergure, dotés des technologies même, de telle envergure pour aller vivre au-delà de la Terre? Vous ne trouvez pas que c'est une aventure limitée peut-être à certaines personnes et que tout le monde ne pourrait pas accéder à avoir peut-être cette chance? Bien sûr. C'est-à-dire on ne peut pas espérer que tout le monde... Mais les avions existent sur la planète Terre. Est-ce que tout le monde de la planète Terre est déjà monté dans un avion? Alors que les avions sont là. C'est la même chose. La Lune est là. Combien de personnes sont déjà arrivées sur la Lune? Ils ne sont même pas 20. Mais la Lune est là. Qui nous empêche d'aller sur la Lune? Donc, l'homme, dans sa quête du bien-être, parce que l'homme estime qu'aller sur la planète Mars, peut-être qu'il y aura un bien-être là-bas, tel qu'ils sont en train de découvrir. On a découvert beaucoup de matières premières sur la Lune. Ah, mais n'oubliez pas que les matières premières, vous l'avez toujours appelé ici, que ça ne reste que des matières premières, d'où il faut une chaîne de valeur. Est-ce qu'on est déjà capable d'installer des usines, des chaînes de valeur au-delà de la Terre pour exploiter notamment les minéraux qui sont sur ces planètes? On a découvert des minéraux sur la Lune. Mais on ne les a pas ramenés sur Terre. On a découvert et on est en train de s'organiser pour aller les exploiter. C'est ainsi que l'homme voudrait coloniser la Lune. Coloniser, c'est-à-dire aller là-bas, commencer à y travailler, prendre ce qui est bon et revenir avec sur la planète Terre. Nous sommes dans cette logique-là. L'homme a déjà pris cette décision. Il ne reste plus qu'à la concrétiser. Donc bientôt, il y aura des minéraux qui viendront de la Lune pour la planète Terre. Ça, c'est déjà un acquis. Bon, maintenant, quelle sera la conséquence de tout ça? Ceux qui iront sur la planète Terre, sur la Lune, ils ne seront pas sous l'emprise de Jésus parce que Jésus a traversé sur Terre. Mais ils seront sous l'emprise de Dieu parce que c'est Dieu qui a créé la Lune. Donc, maintenant, vous allez prendre cette matière première. Comment allez-vous vous comporter? Est-ce que quand vous viendrez, vous direz, comme je viens de la Lune, avec la matière première,
eh bien, je donne ça gratuitement à l'humanité ou comment? Mais non, ils vont se comporter toujours comme nous les hommes, avec nos imperfections. Or, en croissant de cette façon-là, ça devait modeler le comportement de l'homme en disant, vanité de vanité, ce que je viens prendre sur la Lune, je vais amener ça sur la planète Terre, je vais servir l'humanité. Parce qu'il y a des planètes, il y a une Lune, hein, un satellite d'une des planètes, le nom m'échappe, mais ça pourra venir. Quand il pleut là-bas, il pleut des diamants. Okay. Ça dit les substances qui pleuvent là, c'est les diamants. Et c'est prouvé? Justement, maintenant si l'homme parvenait à aller prendre ces diamants là-bas et venir avec, est-ce que c'est celui qui aura fourni un effort pour créer ça? Il est allé se m'apprendre. Donc, parce qu'il y a des choses mystérieuses dans l'univers que nous ne connaissons Mais même pas. Mais pourquoi l'homme, avec toutes ses prouesses, ne pourrait pas se donner beaucoup plus d'énergie, en fait, pourrait fournir beaucoup plus de force pour développer la Terre, qui d'ailleurs nous offre beaucoup d'autres opportunités dans plusieurs domaines. On pourrait même cultiver la paix au-delà de l'esprit capitaliste, mercantiliste que nous développons. Vous ne pensez pas que l'homme pourrait développer sa planète naturelle au lieu peut-être de rivaliser, d'aller au-delà de la Terre? Mais justement, c'est là où la connaissance de l'univers devait amener l'homme. Que non, je suis sur la planète Terre, créée par Dieu. Maintenant, voici comment je dois me comporter dans cette créature. Et ça allait maintenant conditionner l'homme à avoir cette vision de vouloir maintenir, créer la paix, créer ce qu'il faut pour que les gens vivent très bien. Mais maintenant, lui, le même homme se retrouve devant certaines réalités où nous avons des méchants, où nous avons des paresseux. Et vous pensez qu'au-delà de la Terre, l'homme serait parfait? Mais c'est ça. Non, moi je ne dis pas que l'homme sera parfait, même s'il allait sur la planète Terre. Voilà. Il sera toujours imparfait. Parce que nous sommes limités dans notre existence, dans notre constitution d'abord. Parce que l'homme doit manger. Quand il ira sur la planète Terre, Mars, il va manger quoi? Mais il doit créer des conditions pour produire la nourriture. Tout ne viendra pas de la planète Terre. Peut-être dans un premier temps, oui, mais après. Même ce qui va pousser là-bas, mais ça viendra d'ici. Donc, cette dépendance... Et sans oublier qu'il y a une sorte d'horloge biologique, c'est-à-dire l'homme a un temps de vie, beaucoup plus, limité même. Tant mieux. Mais justement, c'est cette imperfection. Ça fait partie de l'imperfection. Non, mais l'imperfection, il est beaucoup plus nocive au niveau de mentalité que du temps que l'homme met sur Terre pour vivre. Non, l'imperfection couvre tous les aspects. Parce que si l'homme n'était pas imparfait, il n'allait pas... Non, mais nous parlons maintenant de la nocivité de cette imperfection. C'est beaucoup plus dans la mentalité. Justement, il y a l'imperfection sur tous les plans. Sur la mentalité, l'homme est imparfait. Sur sa survie, l'homme est imparfait parce que l'homme ne peut pas faire 1000 ans. Et donc, sur tout, l'homme est imparfait. L'homme seul est imparfait. Maintenant, compte tenu de cette imperfection, il se pose des questions. Est-ce qu'ailleurs, y a-t-il possibilité de vivre dans la perfection? La réponse est non. Partout où il ira. Même si aujourd'hui il arrivait, je ne sais pas dans quelle planète, exoplanète ou ailleurs, il sera toujours imparfait. Parce qu'il ne saura pas manger à satiété à tout moment. Il aura toujours un besoin de ceci. Il y a son corps physique qui est limité dans le temps, qui doit mourir. Et ils étaient 15 qui sont arrivés sur la planète Mars. Mais la vie de Terre est terminée, il reste 3. C'est toujours l'imperfection, mais réveiller les autres. Donc cette imperfection, ça fait partie même de la nature de l'homme. Donc maintenant, ce que nous pouvons faire ou arracher de l'homme, c'est d'améliorer les conditions de vie sur cette Terre. Mais comment améliorer ces conditions de vie? Oui, c'est déjà la conclusion. C'est justement dire à l'homme que toi tu es homme. Voilà tes degrés d'imperfection, voilà ce que tu dois faire pour regarder le ciel qui te donnera toutes les leçons pour te dire, toi tu n'es rien sur cette planète Terre, respecte seulement Dieu, ton créateur, parce qu'il a créé tout ce que tu vois, c'est lui qui a créé. Si lui qui a créé, donc il a une grande force, ce que toi tu ne peux pas faire. Alors conforme-toi simplement à ce qu'il te dit, qu'il t'a dit à travers qui?
à travers ses envoyés, les Jésus-Christ sont des envoyés de Dieu, les Mahomet, ainsi de suite, ils nous ont appris beaucoup de leçons. Comportons-nous simplement comme eux. Comme ça, au moins, nous allons atténuer nos imperfections sur terre et améliorer les conditions de vie. Mais tant que cette philosophie n'est pas ancrée dans l'homme, l'homme va commencer à se comporter comme un gangster toujours. Il veut toujours accumuler la richesse, il veut faire ceci, il veut faire cela au détriment des autres. Et là, ça va toujours aggraver les animosités entre les hommes, les méchancetés entre les hommes, et ainsi de suite. Voilà, merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous de partager ce moment et j'espère que prochainement, vous pourrez répondre aux questions des téléspectateurs autour de ce sujet et on pourra encore approfondir. Merci, M. Bifoumane. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce triangle socle du Congo. On se retrouve prochainement sur la même fréquence avec le même plaisir. Au revoir. Étrange écho cosmique de l'univers. Y a-t-il des échos qui rebondissent dans l'espace et qui pourraient transporter des informations ? La lumière la plus ancienne de l'univers s'étend sur plus de 13 milliards d'années. Les photons de cette lumière proviennent de l'époque du Big Bang. Le plasma créé par ce Big Bang s'est refroidi et il est devenu transparent. Les photons de cette époque sont effectivement porteurs d'informations sur l'état de l'univers primitif, mais ils sont de plus en plus faibles. Actuellement, ils forment un fond cosmique de micro-ondes. Une mer de faible radiation pénètre l'univers. Une équipe de chercheurs a mis au point un test. Ils ont voulu savoir comment ces informations pouvaient être transportées. Les scientifiques ont imaginé que quelqu'un envoyait un message dans le futur par le biais d'une série d'échos provenant de l'univers primitif. Pour ce faire, ce messager fictif a utilisé le codage d'une chaîne de 0 et de 1. Ces échos voyagent plus lentement que la lumière sans s'estomper. Par conséquent, les échos sont capables de transporter plus d'informations que les photons sur de longues distances. L'équipe de chercheurs de Marta Martinez a donc voulu prouver comment un être intelligent peut utiliser ce phénomène pour transmettre beaucoup plus d'informations qu'un simple signal radio. La probabilité d'un tel contact par des extraterrestres intelligents venus d'un lointain passé est naturellement faible. Mais le principe de la recherche de ces échos de cette manière pourrait être intéressant pour les cosmologistes. Les informations sur les signaux de fond de l'univers primitif sont également diffusées par cet écho. Il est important de savoir exactement quelle forme prendront les échos. Ce problème, ainsi que la construction de récepteurs capables de capter les échos, constitue un défi majeur. Avi Loeb, qui travaille à l'université Harvard, estime qu'il s'agit d'une idée intéressante, mais encore assez théorique. Les chercheurs et les auteurs devraient donner des exemples concrets de leurs observations qui auraient un impact. 13 trous noirs errants ont été repérés non loin de la Terre. Les astronomes ont identifié 13 trous noirs massifs et errants dans des galaxies naines de l'univers. En ce moment, plusieurs de ces mêmes astronomes parlent de la découverte d'autres monstres errants. Dans un article publié dans l'Astrophysical Journal, Amy Raines, de l'Université d'État du Montana, et ses collègues du National Radio Astronomy Observatory des États-Unis ont donné des détails. Ces trous noirs seraient situés à moins d'1 milliard d'années-lumière de la Terre. Ils ont été découverts dans des galaxies 100 fois plus massives que notre propre Voie lactée. Ils font partie des plus petits trous noirs connus. Leur masse moyenne est d'environ 400 000 fois celle de notre Soleil. Selon les chercheurs, la moitié de ces 13 trous noirs ne sont pas situés au centre de la galaxie, comme d'habitude. L'étude montrerait également, conformément aux situations informatiques, que ces galaxies ont fusionné très tôt avec d'autres galaxies et qu'environ 50% des trous noirs ont migré vers la périphérie de leur galaxie. Que signifie le cannibalisme galactique ? En 2003, les astronomes de renom Puragra Guha-Thakurta de l'UCSC et David Retzel de l'UCLA ont acquis de nouvelles connaissances sur un processus connu sous le nom de cannibalisme galactique. Ils ont découvert de grandes galaxies spirales qui ont grandi en dévorant des galaxies satellites plus petites. Leur preuve était une faible traînée d'étoiles dans la galaxie voisine d'Andromède. Ces étoiles sont probablement une énorme traînée de débris, vestige d'une ancienne fusion d'Andromède avec une autre galaxie plus petite. Ce processus
dans lequel une grande galaxie fusionne avec une galaxie compagne par interaction gravitationnelle et où une plus grande galaxie est formée, est appelé cannibalisme galactique. Certaines galaxies ont pu être observées pendant différentes phases du processus de fusion. Elles semblaient être dans un processus de cannibalisation. Cependant, il ne s'agit pas d'une collision galactique dans laquelle les galaxies conservent la plupart de leur forme initiale. Tous ces processus sont conformes au dernier modèle de galaxie des astronomes et de diverses agences spatiales telles que la NASA. On suppose que les galaxies grandissent parce qu'elles captent des mini-halos de matière noire dans leur environnement et des galaxies naines. Si les galaxies naines se rapprochent trop des énormes halos de la galaxie haute, elles peuvent être déchirées par les forces de marée gravitationnelle générant ces flux stellaires. Ce sont les reliques et les principales preuves de l'événement originel qui existent actuellement au-delà de leurs frontières entre la Voie lactée et les grands et petits nuages de Magellan. Les preuves reposent sur les flux d'hydrogène attirés par la gravitation qui s'écoule de ces galaxies naines vers la Voie lactée. Une collision de notre galaxie avec la galaxie voisine d'Andromède pourrait avoir des conséquences catastrophiques, et cela peut arriver un jour. Un trou noir a éjecté une étoile de la Voie lactée. Une étoile récemment découverte, portant le nom de S5-HVS1, est actuellement située à environ 29 000 années-lumière de notre Terre. L'étoile a quitté le centre de notre galaxie à la vitesse fulgurante de 6 millions de kilomètres à l'heure. Elle traverse actuellement la constellation Grus ou Gru dans le ciel austral et se dirige vers les profondeurs de l'espace intergalactique. L'équipe d'astronomes, dirigée par Ting Lee des observatoires Carnegie, a utilisé un télescope en Australie pour réaliser une étude plus connue sous le nom de Southern Stellar Stream Spectroscopic Survey, S5. L'étoile est environ 2 fois plus massive que notre propre Soleil et 10 fois plus brillante. Les astronomes ont suivi la trace de l'étoile jusqu'à son centre galactique, où se trouve un trou noir connu sous le nom de Sagittarius A, un monstre gravitationnel dont la masse équivaut à 4 millions de soleils. On pense que cette étoile, qui s'est échappée du trou noir, faisait autrefois partie d'un système stellaire binaire. Lorsque le système s'est approché trop près du trou noir, une étoile est tombée et l'autre a été projetée à grande vitesse. Cette danse gravitationnelle à 3 corps a eu lieu il y a 5 millions d'années, et l'étoile aura complètement quitté la Voie lactée dans 100 millions d'années, selon le Dr Mir et son équipe. L'étoile hyper rapide avance 10 fois plus vite que la plupart des étoiles et 2 fois plus vite que la plupart des balles rapides, speeders ou étoiles rapides, à plus de 1000 km par seconde. Matière noire. Il y a presque 100 ans, les premières indications de l'existence de la matière noire sont apparues. L'astronome suisse Fritz Zwicky a étudié les mouvements des galaxies dans un amas de galaxies appelé Coma. Cependant, les mouvements étaient beaucoup trop rapides. La matière visible, comme la poussière, le gaz et les étoiles, ne pouvait pas se maintenir dans l'amas de galaxies, avec leur gravité. C'est pourquoi ce phénomène a été expliqué en supposant qu'il existe de grandes quantités de masse invisible qui doivent également être responsables de la cohésion entre les corps célestes. La masse, dans l'amas de galaxies d'une galaxie lointaine, produit la distorsion de la lumière au premier plan. La distribution de cette masse peut être déterminée à partir de la déformation. Il y a une différence entre une masse certaine et la matière observée, la lentille gravitationnelle. Cependant, l'existence de la matière noire n'a pas encore été prouvée. La matière noire ne se révèle apparemment que par sa propre interaction gravitationnelle avec la matière conventionnelle. La dynamique des amas de galaxies, ainsi que l'effet de lentille gravitationnelle, ne peuvent être expliqués par la seule matière visible, si les lois reconnues de la gravité sont appliquées. Le plus grand trou noir de l'univers. Le plus grand trou noir jamais découvert et mesuré a la taille d'environ 66% de toutes les étoiles de notre Voie lactée, soit 40 milliards de fois la masse de notre Soleil. Il se trouve dans la galaxie elliptique Holm 15A. Cette galaxie supermassive s'est formée à partir d'au moins 8 galaxies plus petites qui sont entrées en collision. Holm 15A se trouve au centre de l'amas de galaxies connu sous le nom d'Abel 85.
Un modèle a été créé à partir d'un cliché des étoiles de Holm-Quinza. Les étoiles sont dans l'orbite de la galaxie autour du trou noir. À l'aide de ce modèle, les scientifiques ont calculé la masse de ce trou noir et l'ont publié dans l'Astrophysical Journal. Les particules de Dieu ou boson de Higgs. En 2013, Robert Brough, François Englert et Peter Higgs ont reçu le prix Nobel de physique. En 1964, ils avaient annoncé un principe totalement nouveau, le mécanisme de Higgs. Il était destiné à expliquer la masse des particules élémentaires. La découverte d'une nouvelle particule, en juin 2012, a conforté leur idée. Elle a complété le modèle standard de la physique des particules. Dans ce modèle, toute la matière visible de l'univers est attribuée à seulement 12 particules élémentaires, le premier pilier de leur modèle. 3 forces constituent le deuxième pilier. Il s'agit de la force électromagnétique, de la force forte et de la force faible. Ces 3 forces sont également transmises par les particules. Cela signifie qu'il y a des particules dans la matière et aussi des particules dans les forces. Les porteurs de force ont un moment angulaire intrinsèque de valeur 1. Les particules de matière ont un moment angulaire intrinsèque de la moitié de cette valeur. Ainsi, toutes les particules de matière et leurs interactions pourraient être mesurées exactement avec des accélérateurs de particules. Cependant, l'important troisième pilier n'a été découvert qu'après un long moment, la particule du boson de Higgs. Higgs et ses 2 collègues ont redéfini la propriété masse. Pour cela, ils ont nommé un champ de Higgs. Il remplit tout l'espace. Toutes les particules élémentaires affectées par la masse sont ralenties dans une certaine mesure lorsqu'elles interagissent avec ce champ. Leur masse apparente augmente au fur et à mesure qu'ils sont couplés au champ. Au final, les calculs ont donné des résultats décisifs. Ce champ de Higgs doit être lié à la particule du boson de Higgs, récemment découverte. L'espace que nous connaissons aujourd'hui est plusieurs milliards de fois plus grand que lorsque l'univers est né. Au fur et à mesure que le cosmos s'étend, les recherches des astrophysiciens vont également prendre de l'ampleur. À l'avenir, une nouvelle génération de chercheurs et d'instruments découvrira de nombreux autres mystères dans l'immensité infinie de l'univers. Et ces découvertes soulèveront encore des questions totalement nouvelles.